Bonjour à tous, bienvenue dans ce 21e épisode de BioM. Aujourd'hui, dans l'émission du SD Bio créée pour les biologistes et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale, deux sujets importants. Dans le focus, le professeur Jean-Michel Alimi, néphrologue au CHU de Tours, revient sur l'importance du DFG en médecine rénale et cardiovasculaire. Le grand entretien, avec le docteur François Blanchecotte, est consacré au point sur les négociations en cours avec l'assurance maladie pour la période 2024, 2025, 2026. Il y a beaucoup à dire. Tout de suite, le focus. Bonjour professeur Halimi, vous êtes Alors, néphrologue au CHU de Tours et vous allez nous aider à répondre à une question, à savoir pourquoi le calcul du DFG par le biologiste est-il important pour le médecin. D'abord peut-être une première question, qu'est-ce que le DFG? le DFG, c'est une formule qui a été inventée pour essayer de mieux estimer la fonction rénale. Parce qu'en fait, ce qu'on mesure, c'est la créatinine, et tout le monde sait que la créatinine, c'est dépendant bien sûr du fonctionnement des reins, mais aussi de la masse musculaire. Alors bien sûr, on est incapable de dire chez un patient donné quelle est sa masse musculaire. Donc on peut se faire avoir avec des créatinines qui ont l'air normales, mais la fonction rénale en fait ne l'est pas, ou l'inverse, une créatinine un peu élevée, mais en fait la fonction rénale est normale. Et donc il a fallu inventer des formules qui tiennent compte finalement de l'âge, du sexe, etc., c'est-à-dire finalement de la masse musculaire. Et donc ce DFG a été inventé pour permettre aux médecins de ne plus se poser la question quelle est la masse musculaire, mais de se dire le DFG, c'est la fonction rénale, tout simplement. D'accord, et comment calcule-t-on ce DFG? À partir de quoi? Alors, il y a différentes formules qui existent. Il faut retenir que la dernière, qui s'appelle CKD-EPI, c'est plus simple, puisque à partir de la créatinine, de l'âge et du sexe, on est capable de dire quel est le niveau de débit de filtration glomérulaire. DFG, ça veut dire débit de filtration glomérulaire. Et c'est ce qui marche finalement le mieux pour l'estimation de cette fonction rénale. Vous pouvez nous dire un mot peut-être de l'équation Cockcroft-Leggo qui est aussi utilisée. Quelle est la différence, quelle est la complémentarité éventuelle ou quel est le conflit, je ne sais pas s'il y a un conflit, avec, avec le DFG? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce Cockcroft-Ego existe depuis 1976, donc c'est pas une grande nouveauté. Mais la plupart des essais thérapeutiques utilisant des médicaments ont pris pour estimateur de la fonction rénale le Cockcroft-Ego. C'est la raison pour laquelle, pour beaucoup d'autorités, dont la HAS, me semble-t-il, euh, pour estimer quelle dose on doit donner de certains médicaments qui dépendent de la fonction rénale, on utilise plutôt le Cockcroft-Ego plutôt que le CKD-EPI. Le CKD-EPI est plus précis pour estimer le niveau de fonction rénale. Le Cockcroft-Ego est utilisable surtout quand on a des interrogations sur la modification des doses en fonction de la fonction rénale pour certains médicaments. D'accord. Donc, par rapport à ces deux formules, comment doivent se situer le labo, le biologiste? C'est à la C'est-à-dire, demande du médecin, c'est en fait, maintenant, dans l'immense majorité des cas, les laboratoires donnent comme résultat, une fois que la créatinine a été demandée, et donc on a le chiffre de créatinine, en dessous, il est marqué DFG estimé, souvent c'est DFGE, petit e, estimé, et la formule, c'est habituellement CKD-EPI, et puis en dessous, certains rajoutent Cockcroft-Ego, et donc c'est fait systématiquement. Maintenant, dans l'immense majorité des labos, les deux sont rendus. Donc quand le médecin s'intéresse à quelle est la fonction rénale du patient, il regarde le CKD-EPI. En revanche, si sa question, c'est pas quelle est la fonction rénale du patient, mais si je dois adapter la dose du médicament, quel est le Cockcroft qui me permet de calculer cette modification de dose. Donc, les choses maintenant sont assez simples. On préférait qu'il n'y ait qu'un seul estimateur, mais malheureusement, c'est pas le cas. d'accord. En tout cas, c'est très clair. Parlons un peu de l'interprétation maintenant du DFG. Comment s'interprètent des résultats de DFG? Alors, le DFG, ça donne une réponse à un temps T de l'estimation de la fonction rénale. Et donc, à partir de là, le monde entier, pour une fois, a fait la même chose, même la France, c'est-à-dire faire une classification où on a les gens qui ont des anomalies rénales, mais plus que 60 de DFG, ils sont classés 1 ou 2 en fonction de ce DFG. Et puis en dessous, ceux qui ont une insuffisance rénale, ils sont en dessous de 60. Alors ça va de 3A, puis 3B, puis 4, puis 5, avec des chiffres, c'est entre 60 et 45, c'est 3A, entre 44 et 30, c'est 3B, entre 29 et 15, c'est 4, et en dessous de 15, c'est 5. Donc tout le monde dit la même chose,
C'est exceptionnel quand même en néphrologie que tout le monde dise la même chose. Et puis pour chaque classe, on va répartir le risque en fonction du niveau d'albumine. Si l'albumine est très faible, on dit ils sont A1, s'ils sont très très élevés, c'est A3. Mais enfin, pour le DFG lui-même, on a ces 6 classes qui permettent à tout le monde d'utiliser le même langage quand on parle d'un patient. Si on dit à un patient, il a un DFG de niveau 3A, on sait qu'il est entre 45 et 59. Si on dit il est niveau 4, ça voudra dire qu'il est entre 15 et 29. Donc tout le monde parle le même langage en utilisant essentiellement le CKD-EPI. Donc finalement, les choses se sont simplifiées avec le temps. Donc cette classification est très importante parce que l'interprétation, c'est pas simplement le niveau de fonction rénale, mais aussi le niveau de risque rénal, c'est-à-dire le risque que les choses s'aggravent et que les gens un jour aillent en dialyse, et puis le risque cardiovasculaire, puisque plus le DFG est bas, et donc plus la classification est élevée, de 1 à 5, plus le risque cardiovasculaire est important. Donc à la fois risque rénal et risque cardiovasculaire peuvent se déduire du niveau de filtration glomérulaire. Et vous nous avez précisé que le DFG, c'était un moment T. Comment on regarde la cinétique, la progression du DFG, quel rôle peut avoir le biologiste pour mettre en lumière cette évolution? Est-ce il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de biologistes qui ont participé à l'élaboration de rapports de biologie où on a non seulement le DFG, mais c'est-à-dire le chiffre, mais aussi l'évolution au cours du temps. Comme on a les courbes avec l'INR, et ben maintenant, dans plein de laboratoires, on a des courbes avec le DFG. Et donc, on voit au cours du temps comment les choses se sont passées. Alors, ça a deux intérêts majeurs. Le premier, c'est qu'il y a des patients qui sont stables et puis tout d'un coup ont une fonction rénale qui est moins bonne, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë finalement, et puis ensuite ça revient à la normale. Cette insuffisance rénale aiguë, quand on suit le DFG au cours du temps, on va pouvoir évidemment l'identifier grâce à cette courbe, ces chiffres et cette courbe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que bien que l'évolution soit pas toujours linéaire chez tout le monde, ça se saurait, mais quand même, avec le temps, en moyennant un peu les choses, on voit la courbe qui diminue, on peut même calculer une vitesse d'évolution, et on sait que les gens qui ont une vitesse d'évolution supérieure à une émission donc de 5 millilitres par minute et par an, c'est des gens à risque rénal beaucoup plus important, à risque cardiovasculaire beaucoup plus important, et donc en pratique, parce que c'est ça qui intéresse le médecin, c'est en pratique on fait quoi? Ben, si le DFG est bas, on va pouvoir adresser le patient, et si le DFG n'est pas si bas que ça, mais qu'il s'altère rapidement, là aussi on peut se dire peut-être que ça vaut le coup d'adresser le patient au néphrologue ou de faire des examens. Et donc les deux sont importants. C'est à la fois l'identification de moments où il y a une insuffisance rénale aiguë et à la fois la vitesse de progression des patients. Certains ont une vitesse de progression pratiquement nulle et donc on est très heureux pour eux, même s'ils ont une insuffisance rénale, ben, on est content que ça bouge pas trop. Mais d'autres, au contraire, ont des vitesses d'évolution très rapides et donc supérieures à 5, ben, il faut se méfier terriblement parce que ces patients-là peuvent aller beaucoup plus vite en dialyse, peuvent avoir beaucoup plus d'événements cardiovasculaires et nécessitent une surveillance, une vigilance plus importante que les autres. Peut-être un point sur l'usage du DFG et le regard qui est porté sur la pente en fait de l'évolution. En fait, ces résultats sont regardés par qui? Par le néphrologue, bien sûr, mais est-ce que d'autres médecins, dans le parcours du patient, utilisent ces valeurs-là? En fait, la créatinine euh, n'est pas le domaine réservé, donc le DFG n'est pas le domaine réservé du néphrologue, loin de là. La créatinine est utilisée par les rhumatologues, par les cardiologues, par les diabétologues, par les médecins généralistes, en fait par tout le monde. Certains parce qu'ils utilisent des médicaments qui sont éventuellement toxiques et donc ils ont intérêt à regarder comment est la créatinine. Je pense aux oncologues par exemple. Mais ceux qui utilisent le plus souvent la créatinine, c'est d'abord le médecin généraliste et de très loin et puis diabétologue et cardiologue, parce que quand on s'intéresse aux grandes maladies, les maladies les plus fréquentes, l'hypertension, le diabète ou la cardiopathie ischémique par exemple, c'est des maladies qui sont volontiers associées à des dégradations de fonction rénale. Et donc, c'est des patients qui sont à risque sur le plan rénal. Donc, c'est spécifiquement ces patients-là qui vont avoir sans arrêt des dosages de créatinine. Donc, souvent, ils sont quand même bien surveillés à ce niveau-là. Toute la question ensuite, c'est pas tellement d'avoir le chiffre de créatinine, mais Hmm. de savoir interpréter
le DFG. Qu'est-ce que ça veut nous dire tel chiffre? Est-ce que ça veut dire que le patient va bien? Est-ce qu'il va moins bien? Est-ce qu'il progresse? Et donc cet élément dont on vient de parler, c'est-à-dire de pente, de Hmm. progression supérieure à 5 minutes par minute par exemple, par an, eh bien, c'est des éléments plutôt nouveaux, plutôt novateurs, et qui peuvent être très utiles pour le médecin généraliste, pour le diabétologue, pour le cardiologue en particulier, même si tous les médecins doivent être impliqués dans cette surveillance. Donc, on le voit, le DFG est vraiment une valeur intéressante et visiblement, il y a d'autres applications que l'on voit apparaître. Peut-être pouvez-vous nous en dire un mot, peut-être, il me semble, autour de l'évaluation des stratégies thérapeutiques, des choses comme ça qui arrivent un petit peu avec le DFG. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Le premier élément, c'est quelque chose qui a été proposé par la Haute Autorité de Santé, qui s'appelle le KFRE. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, on prend le DFG, on prend l'albuminurie, l'âge du patient, on a un calculateur qu'on peut avoir sur Internet très facilement, qui nous indique en gros quel est le risque à 2 ans ou à 5 ans d'aller en dialyse. Alors évidemment, on ne va pas le faire pour tous les patients, parce que ça serait un peu difficile quand même, on a beaucoup de patients, mais par exemple, moi j'utilise ce marqueur soit pour les gens qui sont très angoissés alors que leur risque rénal est très faible, et donc je leur fais le calcul, je leur montre en disant, regardez, vous pensez toujours à la dialyse, etc. Mais en fait, regardez, votre risque est extrêmement faible, donc ça les rassure. Ou au contraire, pour les gens qui ont une vitesse d'évolution importante et chez qui on n'arrive pas bien à communiquer cet élément. Parce que l'insuffisance rénale, ça fait pas mal. Ils ont pas mal au dos, ils sont pas plus essoufflés. Et donc, il faut un élément un peu concret. Et la pente peut être un élément. Ce KFRE, c'est-à-dire le risque à 2 ans ou à 5 ans d'aller en dialyse, est aussi un élément qui peut être utilisé. Donc, cet élément KFRE peut être utile. Je ne conseille pas chez tous les patients, mais je conseille chez certains patients, surtout pour communiquer avec eux. Ça me paraît quelque chose d'important. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Oui, si, et puis, mais il y a ce KFRE, mais il y a aussi d'autres usages visiblement, en tout cas d'autres utilisations du DFG qui apparaissent dans le suivi des traitements, les choses comme Oui, ça. c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est quels sont les patients qui peuvent bénéficier de certains types de médicaments. Par exemple, les inhibiteurs du SGLT2, bah, il faut qu'on ait l'indication. Pour avoir l'indication de protection rénale, il faut avoir un DFG. Si on n'a pas le DFG, on peut pas mettre les patients sous ce type de médicaments quand ils doivent en bénéficier. Et puis, aussi, pour certains médicaments qui vont arriver demain, on va avoir aussi besoin du DFG et d'avoir une vitesse d'évolution pour se dire ces patients-là sont particulièrement à risque et donc il faut particulièrement les protéger. Et donc globalement, en fait, plus le patient a un DFG bas et surtout plus un patient a une progression de ce DFG, une pente qui est relativement importante, et plus on va avoir envie de le protéger. Et donc mettre un IEC ou un ARA2, mettre un inhibiteur du SGLT2, contrôler sa pression artérielle, peut-être mettre demain d'autres médicaments. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut faire, mais bien sûr, le médecin, il va être d'autant plus motivé et ambitieux en termes de protection rénale que le risque qu'il a identifié est important. D'accord. Oui, en conclusion, peut-être en une phrase, redire aux biologistes l'importance de cette démarche de DFG et peut-être aussi maintenant de compléter systématiquement par la courbe pour le bon suivi des patients. En fait, c'est autour de ça. En fait, l'enjeu est là. L'enjeu est là, absolument. Au XXe siècle, l'enjeu, c'était DFG. Oui. Maintenant, au XXIe siècle, c'est la pente de DFG, la dynamique, la cinétique de ce DFG. Et ça, il faut absolument qu'on rentre complètement dedans, de telle manière que les patients les plus à risque puissent être identifiés correctement. Et là, le biologiste a un rôle majeur, parce qu'il a besoin de nous donner le résultat du DFG, ça c'est son job, mais là où il peut rajouter une information, une valeur ajoutée, parce que son job, bien sûr, il va le faire, mais il a besoin de rajouter la pente, la vitesse d'évolution en chiffres, et là, il rendra service autant aux patients qu'aux médecins, d'autant que on a plein d'essais thérapeutiques maintenant qui utilisent cette pente de DFG comme critère de jugement d'efficacité pour les médicaments. C'est des critères d'efficacité qui sont reconnus par l'Agence européenne du médicament ou la FDA aux États-Unis. Et donc, il faut en tenir compte. Mais pour avoir cet élément-là, il faut que les biologistes nous le donnent. Donc, leur job, c'est pas simplement de doser la créatinine le mieux possible et d'écrire le DFG, mais aussi de nous écrire quelle est la pente, nous donner les chiffres. Et comme ça sera une valeur ajoutée. On travaillera main dans la main avec les biologistes.
Professeur, merci beaucoup Je vous en pour prie. ces explications et à très bientôt. Docteur François Blanchecotte, vous venez d'être réélu à la tête du SD Bio. Félicitations, mais vous commencez par un gros dossier puisque vous êtes en négociation avec la CNAM sur le prochain accord triennal. Mais avant, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de ces accords, comment ça s'est déroulé aujourd'hui qu'on est dans une année blanche et quelles sont voilà, la perspective que l'on peut donner par rapport à ce qui a déjà été vécu par la profession? Oui, bonjour, merci beaucoup. En ce qui concerne notre histoire, effectivement, elle a commencé il y a très longtemps. La biologie médicale, pour tous ceux qui l'ont pas vécu, les jeunes, et savent qu'on a toujours été un peu une sorte de variable d'ajustement économique. Depuis les accords, effectivement, sur les objectifs quantifiés nationaux, sur les RMO, et puis les premiers accords qu'on a signés autour des années 2011, en fait, l'assurance maladie et a toujours cherché en fait à avoir des gains de productivité en trouvant un secteur finalement sur lequel il est très facile de baisser les tarifs et de récupérer effectivement un volume financier au regard que les actes chaque année, les besoins de notre population, le vieillissement, l'accroissement des maladies chroniques augmentent le volume de prescription. Donc on voit que notre histoire remonte à longtemps et que finalement les accords que nous avons signés pendant 3 fois 3 ans, ont permis en tout cas à la profession de pouvoir s'organiser et donc de pouvoir se structurer. Alors ces baisses ont eu comme conséquence au fait, en parallèle en plus de l'accréditation que nous avions à faire, qui est en fait un gage de qualité que nous apportons au pouvoir public, une sécurité pour le patient d'avoir un résultat fiable, eh bien nous avons pendant ces 3 derniers accords baissé et fait gagner plus d'1 milliard d'euros à l'assurance maladie. C'est-à-dire que finalement, nous avons permis d'obtenir ces gains de productivité au travers d'une concentration sous forme de plateau technique, sous forme de fusion de laboratoires et de constitution de groupes de sociétés d'exercice libéral. Donc en fait, l'organisation sur le terrain a été modifiée. Nous avons des laboratoires dans lesquels nous accueillons le public. Nous traitons évidemment de cette phase de prélèvement qu'on appelle préanalytique, dans lequel 70% des erreurs sont commises. Donc on voit bien que c'est là l'enjeu d'avoir un prélèvement fiable. Ensuite, évidemment, il est plutôt traité sur des plateaux techniques, voire envoyé dans des grandes structures spécialisées. Et en tout cas, nous rendons, contrairement à nos collègues un petit peu dans d'autres pays, nous rendons quasiment les résultats d'examen à 24 heures, sans compter quelques examens spécialisés qui demandent un peu plus de temps. Donc on voit bien que la profession a continué à avoir un service médical, a continué à servir les patients, les médecins, pour avoir des diagnostics fiables, rapides, mais que, évidemment, on a pu, grâce à cette concentration, absorber les demandes de restrictions financières, de baisse que nous avons au fur des années. Et aujourd'hui, en 2023, vous faites une nouvelle négociation, mais si je compte bien, c'est une année blanche et c'est une année surtout qui arrive après une période Covid qui a un petit peu rebattu les cartes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du contexte économique d'aujourd'hui? Alors, ce contexte économique, effectivement, arrive après, en post-Covid, après une crise Covid. Cette crise Covid a été déclenchée, évidemment, avec la demande des pouvoirs publics de solliciter le secteur privé, ce que nous avons fait. Nous avons mis à disposition un certain nombre d'outils techniques, nous avons embauché des gens et nous avons effectivement pu engranger des chiffres d'affaires supplémentaires dus au nombre de tests, d'ailleurs, que les pouvoirs publics nous demandaient de faire de plus en plus nombreux. Donc, cette période post-Covid, elle repose évidemment sur une des entreprises qui ont bénéficié, et on ne peut pas le cacher, je veux dire, c'est normal, bénéficié effectivement de chiffre d'affaires supplémentaires, donc de bénéfices supplémentaires. Mais ces années, aujourd'hui, se terminent. Le Covid en 2023, c'est quasiment plus de tests. Même si on prévoit qu'il y aurait des rebonds, et encore on le verra au second semestre de l'année 2023, l'assurance maladie prévoit 750 millions d'euros par an pour les tests Covid. Je ne pense pas qu'on les fera. Très honnêtement, je prends acte devant vous. Je pense que ces tests-là sont bien trop nombreux, enfin, en volume tel qu'ils ont été arbitrés dans la proposition qui nous est faite.
Donc, je pense qu'on fera beaucoup moins de chiffre d'affaires Covid qu'il est prévu. Aujourd'hui, on est quasiment à moins de 2% de notre chiffre d'affaires en Covid. Donc, on voit bien que c'est plus ça qui va conditionner l'année 2023. Ce qui va conditionner la 2023, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Donc, aujourd'hui, il y a quelques actes nouveaux qui sont rentrés. Il y a une négociation avec une baisse de 1 centime du B qui est rentrée effectivement en plein effet dans cette année 2023 et une baisse tarifaire qui impacte l'année 2023, mais les années à venir aussi, à partir du 4 avril. Donc, on voit bien que cette baisse-là va impacter fortement notre dépense en biologie, puisqu'on va finalement rebaser de quelques 194 millions d'euros l'enveloppe que nous dépensions au préalable. Donc, il n'y a pas aujourd'hui plus d'actes, il n'y a pas une augmentation phénoménale des actes de biologie courante qui pourrait compenser cette baisse. En plus, nous sommes dans des conditions exceptionnelles d'inflation, dans lesquelles, évidemment, vous savez que tout a flambé, à la fois l'énergie, le transport, et nous ramassons beaucoup. Près de 40% des prélèvements sont ramassés par le secteur privé, et avec nos véhicules, avec notre transport, l'énergie, je ne vous en parle pas, et en plus, une augmentation de plus de 10% des salaires dans notre branche, avec une demande salariale très forte de revalorisation, des techniciens, des infirmières, des secrétaires qui ont tous des bacs avec des études complémentaires importantes. Donc, il y a une demande très forte de nos personnels. Aujourd'hui, on est dans ce contexte d'inflation, avec une inflation qui va continuer. Donc, on est, même si l'assurance maladie n'a jamais voulu prononcer ce mot pendant les quelques réunions que nous avons eues, je crois qu'aujourd'hui, le contexte de l'inflation, pour nos entreprises, pour la pérennité de nos entreprises, pour nos salariés, est un contexte économique totalement différent des négociations de 2011. Or, évidemment, ce qu'on nous propose, c'est 0% d'augmentation pendant les 3 années à venir. Et on sait très bien que la demande d'examen de biologie, on ne la situe pas exactement entre 2 et 4%, mais autour de 5, de 8, 3% peut-être par an. Eh bien, on nous propose effectivement que cette augmentation volumétrique d'analyse soit entièrement supportée par la profession. Or, je vous l'ai dit, les gains de productivité ont été faits, la concentration a été faite, et donc aujourd'hui, on est dans un contexte économique différent, et donc j'ai évidemment une négociation difficile à mener, puisque, avec mes collègues, on veut faire entendre la voix de nos entreprises par rapport à ce contexte. On a fait des gains de productivité, maintenant on est dans un contexte qu'il faut prendre en compte si on ne veut pas avoir une modification de la répartition territoriale des laboratoires, à savoir qu'on sait très bien qu'il y aura des zones où il y aura de moins en moins de médecins, donc de moins en moins de prescripteurs, de prescriptions. Et donc aujourd'hui, malgré le fait que artificiellement des sites secrets, c'est plutôt une concurrence évidemment privée-privée qui s'instaure avec une augmentation du nombre de sites peut-être dans des zones plus denses, hyper denses, dans lesquelles il y a beaucoup de population. Ce que je crains, évidemment, c'est la modification de notre maillage territorial dans des conditions économiques où on ne peut pas reprocher aux entreprises de prendre des mesures en contexte si, évidemment, l'arbitrage va dans le sens de la proposition de l'assurance maladie qui nous a été faite. Vous l'avez dit, on vous a proposé 0%. Est-ce que pour vous, c'est une posture de début de négociation ou c'est une vraie incompréhension sur le contexte réel sur lequel vous êtes parce que l'assurance maladie a encore en tête que vous avez fait des gains Covid, entre guillemets, qui justifient en fait toutes les baisses derrière? Écoutez, on l'a vu dans le chargé produit de l'année dernière, il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'à un moment donné, on nous dise très clairement que l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle le BE, en parle tout le monde en parle, de 2015 à 2019 était trop élevé dans notre secteur, que ensuite, évidemment, avec la crise Covid, on va mettre en exergue que cet BE a encore augmenté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde le contexte des autres entreprises, des autres secteurs d'activité, un EBE à 16, 17, c'est pas un contexte qui est exceptionnel. Au contraire, on retrouve dans toutes les entreprises, et là je ne parle pas forcément que de l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires, mais surtout effectivement entre l'excédent brut d'exploitation et la valeur ajoutée de notre secteur. Et quand on compare ça, on se retrouve tout à fait dans la moyenne nationale à plus ou moins un point. Ce qui va se passer aujourd'hui, dans les conditions d'inflation et dans le contexte qu'on nous propose le premier accord, c'est qu'effectivement, il y ait un effondrement
de l'excédent brut d'exploitation et que ça touche de plein fouet les investissements, la masse salariale, et donc on a effectivement des soucis et c'est ça qu'il faut qu'on passe comme message et comprendre. C'est pas une demande de dire vous avez gagné trop d'argent, on le sait, il y a eu de l'argent gagné. Maintenant, nous, on a réglé nos impôts, on a payé tout à la société, à l'État, au gouvernement. Donc, on a aussi été imposé. Donc, ce n'est pas le contexte de 2021 ou 2022 qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on est en train de négocier pour les générations à venir, de 24, 25, 26, mais les autres accords qui pourraient être signés par la suite, le socle qui va permettre de conserver un service patient, de conserver une proximité et de conserver une certaine rentabilité dans nos entreprises pour qu'on continue à faire des investissements. On sait très bien que la biologie apporte de l'innovation. Dans le domaine de la prévention, on a un manque, mais considérable en France, et on sait très bien que nos actes peuvent apporter effectivement des gains d'économie quand on fait de la prévention suffisamment tôt. Donc on sait que notre secteur est un secteur clé. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de modifier de façon profonde les conditions économiques dans lesquelles nous pouvons travailler dans les années à venir. Et c'est ça ce qui m'inquiète et mon sujet d'inquiétude. Et c'est vraiment ce message-là de communication qu'il faut faire passer aujourd'hui, même si tout le monde dit, bah oui, ils ont gagné beaucoup d'argent, donc il faut continuer à leur prendre suffisamment pour baisser leur productivité et leur gain de productivité. Mais donc voilà, je pense pas qu'aujourd'hui on est dans de bonnes conditions pour obtenir des choses qui sont importantes. Et les choses importantes à mes yeux, c'est la pérennité de nos structures, c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est la proximité, l'innovation. Et ça, c'est le service pour le patient, pour qu'il soit accueilli au plus proche de chez lui et dans de bonnes conditions, avec un maximum de qualité, puisqu'on a en plus une accréditation qui est nouvelle, qui s'instaure encore avec une nouvelle version à partir d'octobre pour les 2 années à venir. D'ailleurs, c'est vraiment instructif. Cette version a comme objet la qualité aux soins du patient, l'efficience auprès des soins du patient. Donc, on voit bien que là, effectivement, on est au cœur de cette activité. En conclusion et en un mot, la proposition qui vous est faite aujourd'hui ne permet pas, à vos yeux, de maintenir ce socle de biologie française et sa qualité et son service de proximité. Oui, tout à fait. C'est ma conviction profonde aujourd'hui. Faut trouver les moyens d'un accord qui donne des marges quand même de travail au laboratoire, de pouvoir négocier effectivement de l'innovation, de pouvoir, même si nous est apporté entre guillemets un certain chiffre d'affaires d'innovation, ça ne permettra pas au laboratoire de fonctionner correctement. Donc, il faut trouver un accord global qui tient compte des missions de santé publique qu'on a essayé de déposer auprès du gouvernement, du ministère de la Santé et de la Prévention. Ça aussi inaugure les nouveaux actes et aussi le numérique, on n'en parle pas, mais le numérique coûte énormément d'argent. Et là, aujourd'hui, on nous demande d'évoluer vers la prescription électronique, de faire évoluer nos logiciels. Donc, on voit bien la cybersécurité qu'il faut développer. Donc, on voit bien que toute notre activité est conditionnée, effectivement, à tous ces développements. Mais ça, dans un cadre spécifique, je vous le dis, des conditions économiques qui ne sont pas celles de 2011. Ce sont des conditions d'inflation qu'on a aujourd'hui essayé d'absorber tant qu'on a pu avec le Covid. Le Covid, d'ailleurs, a été un amortisseur de ces conditions économiques. Si aujourd'hui on n'avait pas le Covid, on serait dans un état effectivement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Tout le monde peut en convenir quand on est économiste et qu'on regarde notre situation. Quelles sont les prochaines étapes avec l'assurance maladie? Bah écoutez, je pense qu'il y a une réunion le 30 juin. On va voir, on n'a pas l'heure du jour, mais je pense qu'il y aura des discussions évidemment sur ce que je viens de rappeler là, sur les conditions économiques. Je pense que on a 2 rapports qui sont en préparation, un rapport par la PBM, un rapport par le SDBio. Donc ça, ce sont des économistes de haut niveau qui s'y sont penchés sur notre situation. En particulier, nous, on est remonté jusqu'en 2002. Donc on a bien vu l'évolution de notre secteur, les conditions de concentration, de gain de productivité. Donc tout ça le démontre. Et aujourd'hui, bah, évidemment, c'est cette première réunion technique à partir des conditions et des rapports que nous aurons faits par la profession. Et puis, d'autre part, la réunion, en tout cas, une première réunion de discussion très forte avec le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatoum, le 7 juillet. François, merci. Merci au professeur Halimi. Merci à Bayer pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission et les précédentes sur la chaîne YouTube du SDBio dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne et actionnez la cloche pour être averti de la diffusion des nouvelles vidéos. À très bientôt pour un nouvel épisode.